Eh bien, salut, bonjour. Merci à tous nos partenaires d'être venus pour ouvrir la journée. Alors, je vais juste changer une petite bonne ligne. Ça va-t-il dans la salle? Ça roule? Impeccable. Alors, moi, je te bénisse parce qu'il y a du monde qui sont venus d'un petit cas partout. Il y a du monde qui vont prêcher à Neuilly, qui sont venus des États-Unis, de Bordeaux, de Normandie, de plusieurs contrées de la Bretagne. Puis je reçois même un gagé, quelqu'un qui travaille à la Maison du patrimoine oral de Bourgogne, qui est venu assister à la journée. Nous allons causer surtout de comment que je pourrais accorder les droits culturels, le ravivage du Parlement. Un matin, on aura des prêchés qui vont durer vers une demi-heure choc. C'était près, on aura deux tablés, il y en a sur l'enseignement et puis là au-dessus les politiques langagières. Et puis à chaque fois, toute la journée, il y aura des moments pour s'en causer entre la salle et le monde qui sont ici sur le chat. Alors juste un petit mot, mais c'est une autre expérience à Chevry et puis là je vais passer au français. D'abord, personnellement, donc, je suis impliqué sur le galop depuis 40 ans, depuis l'édition 1983 des Assemblées galaises à Concoret. Et donc, j'aimerais partager un peu de mon expérience avec vous. Dans les années 80-90, le mouvement gallo, il a cherché surtout de la reconnaissance de la part de l'État et aussi de la région Bretagne pour que le gallo soit reconnu en tant que langue à part entière. Et dans ce contexte-là, je vais être très schématique pour ce petit discours. Donc dans ce contexte-là, la vision qui a prévalu, c'est que pour convaincre que le gallo est une langue, et aussi face au contexte du recul de la pratique, il faut faire pour le gallo ce qui est fait pour le français ou pour d'autres langues reconnues sur le plan institutionnel, c'est-à-dire qu'il faut le doter d'une forme unifiée avec une grammaire formalisée, des dictionnaires de référence, une orthographe unique, etc. Et comme ça rendra possible d'introduire le gallo dans les institutions, dans le système scolaire ou de publier de la littérature écrite. De fait, et je suis encore schématique, on a reproduit un modèle culturel assez pyramidal, plutôt vertical et centralisé dans le domaine de la langue. Parce que, de fait, dans ce cas-là, c'est un petit groupe, une élite, qui définit une norme, une langue standard pour la diffuser par les institutions, l'école, la littérature écrite, etc. Moi-même, quand j'étais chargé à Bertin-Galès de rédiger le Motieu de Gallo, qui est paru en 1995, c'était le premier dictionnaire bilingue gallo-français et français-gallo à l'époque, je me suis inscrit dans une logique de création d'un gallo unifié. Et quand j'ai conçu l'orthographe, j'ai choisi des graphèmes, donc des graphèmes, c'est-à-dire des lettres ou des groupes de lettres qui représentent des sons, ou des phonèmes. J'ai choisi donc des graphèmes qui soient satisfaisants pour la majorité des gallophones. En fait, j'ai choisi une partie des sons, des phonèmes, parmi ceux de la Haute-Bretagne. Je n'ai pas du tout cherché à écrire chacun des sons du pays gallo. Je n'ai pas cherché des solutions graphiques pour que chaque personne puisse transcrire son propre parler. J'ai surtout tenté d'unifier le gallo, au moins à travers l'orthographe. Régis Auffray, quand il a rédigé le Petit Matao paru en 2007, un peu plus tard, il s'est inspiré de ce premier dico de base de 1995. D'ailleurs, il en parle dans l'intro de son dictionnaire. Dans ce qu'il appelle une écriture globale, la logique reste la même. Dans les deux cas, c'est vrai, on a cherché à rendre lisibles nos écritures par la plupart des gens, en prenant en compte les différentes prononciations existantes. Mais ça n'empêche pas que la logique principale, c'est d'écrire d'une seule façon, et la conséquence, de fait, c'est que ça contribue à favoriser la diffusion d'une prononciation parmi d'autres, voire d'une forme grammaticale parmi d'autres. Par exemple, pour le mot « chapeau » en français, on diffuse davantage « chapet » que « chapio » ou « chapia » ou encore « chapéou », parce que c'est « chapet » qui est écrit dans le dico. Pour être précis ou pour être nuancé dans le Petit Matin ou en fin d'introduction, il y a un paragraphe qui est intitulé « Adaptation possible de l'écriture » et ça détaille quelques possibilités d'adaptation de l'écriture aux variantes dialectales.
Mais ceci dit, l'orthographe, elle n'a pas été conçue et structurée pour transcrire chacune des prononciations attestées en gallo. On n'a pas veillé à ce que chacun des sons ait une transcription spécifique. Je reviens à 95. Juste après le dico que j'ai rédigé pour Bertingalès, j'ai suivi des études en linguistique jusqu'à une maîtrise en sciences du langage en 98 qui m'a donné l'occasion de travailler sur la phonologie du gallo. Je dirais qu'un des bénéfices de mon passage à l'université, c'est que grâce à de meilleures connaissances en linguistique, et en particulier en sociolinguistique, progressivement, j'ai commencé à prendre du recul vis-à-vis de cette approche que j'ai résumée par le terme gallo unifié. Et plus tard, autour de 2015, en travaillant sur la notion de droit culturel au sein de Chubry, j'ai pris davantage de recul et j'ai été encore plus convaincu de la justesse de certaines pratiques innovantes que nous avons développées à Chubry. Je vais revenir un tout petit peu plus tard. En fait, déjà dans les années 80 et 90, il y avait des débats sur le gallo unifié autour du constat que, de fait, en refusant de transcrire tous les sons du gallo ou en privilégiant certaines formes grammaticales, ça posait un problème d'appauvrissement de la richesse du gallo. Voire que ça mettait des gens de côté puisqu'on ne mettait pas en valeur leur parler particulier. Mais à l'époque, le discours militant qui prévalait, c'était « le gallo unifié, c'est nécessaire pour la reconnaissance officielle. En plus, si on écrit chaque variante, on ne va pas s'en sortir, voire on ne va pas tous se comprendre. » Donc là, avec le recul, c'est un peu étonnant parce que la diversité dialectale, elle est perçue comme un frein. En fait, là, on touche à une vraie contradiction. Je m'explique. Au sein du mouvement gallo et plus largement au sein des mouvements linguistiques en France et ailleurs, on a passé beaucoup de temps à convaincre les populations et les institutions du bienfait du bilinguisme, du plurilinguisme. Comme quoi nous sommes capables d'apprendre plusieurs langues, de coexister malgré la différence linguistique, comme quoi la diversité, c'est une richesse. Et nous avons aussi cherché à convaincre, pour le gallo, du fait que pour parler gallo aujourd'hui, nous avons besoin de l'écrire spécifiquement, pour transmettre nos propres mots, nos prononciations, notre syntaxe, etc. Parce qu'en écrivant en français, on ne peut pas faire tout ça. Donc ça, je reste d'accord avec ça. Mais comment ça se fait que la diversité dialectale, comment ça se fait que la diversité linguistique, ce serait un atout, alors que la diversité dialectale, ce serait un frein? À l'intérieur du gallo, on est bien habitué à faire de la traduction d'un parler à l'autre. Par exemple, dans ma commune d'origine, à Moulins, ma commune de rattachement, on va dire, le pronom personnel « moi », il se dit « ma ». Et dans la commune à côté, qui est Bois-Trudent, on dit « mais ». Donc à la fois, ce sont deux façons différentes de parler, et en même temps, nous savons bien que ça désigne la même chose. Donc de la même façon, si j'apprends l'anglais, j'apprends que moi aussi, en français, se dit « me too » en anglais, que ce soit donc entre deux parlers d'une langue ou entre deux langues, dans tous les cas, je peux apprendre des mots différents pour dire une même réalité, ce qui me permet de communiquer malgré ces différences de façon de dire. Donc qu'il s'agisse de deux parlers ou de deux langues, la seule différence, c'est une convention sociale qui dit que de ma à mais, on est dans deux parlers, mais encore dans la même langue, le gallo en l'occurrence, alors que de ma à moi, on est dans deux langues différentes. Mais dans tous les cas, on sait faire de la traduction. Dans tous les cas, il y a bien besoin d'apprendre des façons de dire différentes pour communiquer malgré cette différence. Donc, il y a tout autant de raisons de penser que notre capacité de manier plusieurs façons de dire se soit considérée comme un atout ou une richesse. Aussi bien quand on passe d'une langue à l'autre, par exemple de moi aussi à me too, que quand on passe d'un parler à l'autre, de my too à me too. Dans tous les cas, on traduit d'une façon de dire à une autre. Alors, la diversité dialectale, elle mérite autant de respect et de mise en valeur que la diversité linguistique. Donc j'ai la conviction, et nous partageons ça à Chubry, que de la même façon que toute personne elle est légitime d'exprimer le besoin d'écrire, d'apprendre ou d'enseigner le gallo, comme on le fait pour d'autres langues, toute personne est légitime de vouloir accéder à telle ou telle forme de gallo, de vouloir l'entendre, le parler, mais aussi le lire, l'écrire, voire l'enseigner. Et ça, c'est possible, c'est ça que nous faisons, entre autres à Chubry, et nous proposons des outils et des services pour aider ça. Donc, par exemple,
Dans le dictionnaire en ligne Summétive, pour les fiches qui sont complètes. Donc Summétive, c'est un dictionnaire de lexical, de collecte du lexique. Pour les fiches qui sont complètes, nous affichons la forme dialectale qui est recensée. Donc supposons qu'on saisisse le mot chapio. C'est ce qu'on dit chez moi. Chapio rencontré à tel moment d'une enquête orale. Donc nous saisissons d'abord selon la prononciation locale. Enfin, cette prononciation-là, pardon. Notre système orthographique, il est fait pour pouvoir écrire toutes les prononciations rencontrées en gallo. Donc, en plus de cette forme chapio, nous complétons la fiche par différentes traductions. Donc, une forme plus répandue en gallo, ici chapet, qui est la forme la plus courante, et aussi la traduction en français, chapeau. Et on pourrait ajouter d'autres traductions. Je finirai par notre pratique de rédaction, de traduction en gallo. À Chubry, nous avons vraiment laissé de côté la logique d'unification dans le sens de création d'une langue standard, d'une forme de référence qui serait au-dessus des autres. Sur notre site web, par exemple, on ne rédige pas dans une seule forme de gallo. Pour les onglets, là, on utilise les formes linguistiques les plus courantes. Mais quand nous rédigeons un article, le plus souvent, la personne qui rédige, elle le fait dans son parler personnel, même si c'est destiné à être lu depuis toute la Haute-Bretagne. Et elle signe personnellement l'article. Ça, c'est une évolution assez récente pour nous. En traduction, nous pratiquons la localisation, c'est-à-dire que nous adaptons le texte au contexte territorial. Donc, on ne va pas traduire pareil selon qu'on travaille pour une structure à l'échelle d'une commune, d'un petit territoire, d'un département ou de l'ensemble de la Haute-Bretagne. Pour conclure, donc, il me semble qu'aujourd'hui, Chubry a avancé dans une voie davantage cohérente qu'avant avec les droits culturels des personnes, des droits dont nous allons parler aujourd'hui. Donc maintenant, je vais laisser la place au premier intervenant pour commencer par le début, c'est-à-dire aborder ce que recouvre cette notion de droit culturel. Et tout d'abord, je vais passer la parole à Julie Léonard, qui travaille à Bretagne Culture Diversité, pour qu'elle présente Charles Quimper.